Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre soirée électorale. Plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens se sont rendus dans les urnes ce samedi 13 octobre pour désigner leurs maires et leurs conseillers régionaux. Le scrutin municipal et régional qui a lieu à 2 ans de l'élection présidentielle oppose notamment des candidats du RHDP, du PDCI, du FPI et des indépendants. 88 candidatures ont été retenues pour les régionales et 685 pour les municipales. Mais qui prendra le contrôle des mairies et des conseils régionaux en Côte d'Ivoire? On le saura à la fin du dépouillement. Sachez que nous serons en duplex avec Victorien Angoua qui se trouve à la commission électorale indépendante. Victorien Angoua que nous allons donc retrouver tout au long de cette nuit électorale consacrée, je rappelle, aux résultats et analyses du scrutin municipal et régional 2018. Mais en attendant d'avoir donc les premières tendances de ces élections locales, je vous propose de faire un tour dans les urnes où se sont déplacés des millions d'Ivoiriens ce samedi pour élire leurs maires et leurs conseillers régionaux. On voit cela avec notre reporter Sidonie Davila. Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi pour désigner leurs maires et conseillers régionaux. L'ouverture des bureaux de vote était officiellement prévue pour 8 heures, mais ces femmes ont tenu à venir un peu plus tôt dans leur lieu de vote au plateau. Au cours de cette journée de vote, plusieurs personnalités du pays se sont rendues dans les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Ils notent pour la plupart le calme qui a régné tout au long de ce processus, un bon point pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la dernière des séries d'élections de l'année, non seulement, mais également de la nouvelle constitution. Les élections locales, municipales sont importantes, les élections régionales aussi, d'autant plus que nous avons de nombreux projets, aussi bien dans les communes et bien évidemment dans les régions. Et nous voulons des gens compétents, honnêtes, pour pouvoir contribuer au progrès de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans exception. À part le retard constaté à l'ouverture de certains bureaux de vote, de manière générale dans la matinée, aucun incident majeur n'a été constaté. Cependant, dans l'après-midi, les incidents graves avec mort d'homme sont signalés à Lakota. Dans l'ensemble, engouement et affluence ont rythmé ces élections, placées sous haute surveillance. 30 000 membres des forces de l'ordre, dont 12 000 gendarmes, 12 000 policiers et 6 000 des armées déployées sur toute l'étendue du territoire national en vue d'assurer la sécurité des populations, des électeurs et des candidats. À l'issue de cette journée électorale, ce sont 31 conseillers régionaux et 201 maires qui seront élus. Ces élections couplées permettront de connaître la nouvelle configuration politique en Côte d'Ivoire avant le grand rendez-vous de la présidentielle de 2020. Voilà, et sur ce plateau, je suis en compagnie de 4 invités pour décrypter et analyser ce scrutin couplé municipal et régional. Nous avons sur ce plateau professeur Téné Diabaté, sociologue, enseignante-chercheur, professeur des collectivités locales et décentralisation. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir. Et à côté de vous, nous avons M. Fagirama Rodrigue Koné, il est analyste politique. Bienvenue sur notre plateau également. Merci, bonsoir. Et puis également sur ce plateau, nous avons M. Vayao Josué, il est le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Mais sur ce plateau, vous représentez la plateforme panafricaine pour la démocratie et la gouvernance. Affirmatif, merci. Et puis à côté de vous, nous avons une dame, elle se nomme Madame Dao Gabala. Elle est la présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Voilà, je rappelle donc aux téléspectateurs qu'au cours de cette nuit électorale, nous allons aborder plusieurs questions, entre autres les enjeux de ce scrutin couplé municipal et régional pour les partis politiques. Également, la question est de la montée des candidatures indépendantes et la représentativité des femmes à ces élections locales. Bienvenue, en tout cas, nous allons nous pencher d'abord. Je propose qu'on se penche sur le déroulement de ce scrutin. On a entendu qu'il y a eu des violences, notamment du côté de Lakota. Je commence par professeur Téné Diabaté. Alors, votre commentaire sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Lakota. Merci, madame. D'entrée de jeu, il faut dire que les violences ne garantissent pas la paix. Et les élections municipales et régionales contribuent justement
à mettre en place un développement local et surtout une gouvernance locale. Et cela doit se bâtir à partir d'une paix durable. Voyez-vous, les villes sont des inventions humaines. Et il n'est pas de raison que ces villes ne contribuent pas à être des miroirs du changement. Alors, si nous mettons en avant des violences dans ces villes, voyez-vous que les villes ne peuvent plus garantir cette paix ni ce changement. Pourquoi dit-on que les villes ou les circonscriptions ou les régions sont des miroirs du changement? Parce que tout simplement, l'équipe qui va gérer ces villes, qui va gérer ces circonscriptions, doit être des équipes qui puissent permettre de mettre en exergue cette gouvernance locale avec tout un processus et avec toutes les parties prenantes, aussi bien les populations, les pouvoirs locaux, et c'est une équipe qui doit pouvoir gérer ces villes-là. Ces violences. Tout à fait, on devait les éviter. Monsieur Koné Fariama, il y a eu plusieurs appels lancés à l'apaisement du côté de la CEI, comme du côté des acteurs, des candidats eux-mêmes. Malgré cela, il y a eu des violences. Je pense qu'il faut peut-être faire un regard rétrospectif sur, je dirais, la culture électorale en Côte d'Ivoire qui est émaillée, si on prend le long temps d'un ensemble de violences. On se rappelle que déjà en 90, et même avant 90, l'ouverture de l'espace local aux compétitions électorales déjà en 80 avait montré déjà quelques signes, mais qui n'étaient pas aussi grands. Mais après 90, on se rend compte que cela devient une sorte de récurrence sur l'espace politique. Lorsqu'il y a des violences, du moins lorsqu'il y a des élections, les violences ne sont pas toujours loin. Mais relativement au contexte actuel, il faut, je pense, c'est un indicateur que ces élections comportent des enjeux importants. Et malheureusement, le système politique ivoirien n'est pas encore parvenu à définir un ensemble de règles, de principes et je pourrais dire de garde-fous assez solides qui permettent d'encadrer de façon plus pacifique. Il y a quand même un code de bonne conduite. Tout à fait. Il existe un code de bonne conduite. On a vu la société civile, Mme Daou Gabala va réagir tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des règles qui sont définies, hein. Mais je veux dire qu'il n'y a pas encore une appropriation collective de l'ensemble des acteurs de ces principes de base. C'est certainement dû, je dirais, aux enjeux que contiennent toute élection. Parce que n'oublions pas que... Il y a eu le scrutin couplé de 2013. Oui, il y a également eu des violences à ce scrutin en 2013. Il n'était pas aussi important. Mais les enjeux actuels, avec la perspective des élections de 2020, nous sommes déjà dans une reconfiguration de l'espace politique qui est en cours d'ailleurs, et donc les enjeux sont beaucoup plus grands. Dans 2020, on sent une pression de 2020, vous voulez dire, sur ce scrutin couplé, 2018? Ces élections de 2013, je pense, l'un des enjeux majeurs reste les élections de 2020. Il s'agit pour chaque parti politique de mesurer ses forces sur le terrain, mais également de se positionner, de marquer son territoire. Et je rappelle que, comme je l'ai dit, nous sommes en pleine rupture de reconfiguration de l'espace. N'oublions pas qu'après 2010, l'espace politique était pratiquement configuré autour d'un parti politique qui était pratiquement l'acteur principal de ce parti, de l'espace de l'arène politique. Et donc, il y a une reconfiguration. Et dans cette perspective-là, les élections locales deviennent, je dirais, la scène autour duquel va se jouer effectivement ces enjeux majeurs qui se jouent pour 2020. Madame Daou Gabala, vous voulez réagir rapidement sur ce que M. Koné Rodrigue a dit? En fait, ouvrir une autre perspective de voir un peu ces violences. Je pense que ces violences nous montrent que l'ancrage démocratique n'est pas encore total. Il y a une belle avancée démocratique, mais l'ancrage démocratique n'est pas encore total. Pourquoi? Parce qu'on réagit avec la violence quand on ne sait pas que c'est le droit qui doit gérer un certain nombre de mésententes, un certain nombre disons, Et à ce niveau, ruptures. Vous avez tellement de propositions à faire. Alors, monsieur Va, rapidement, et puis nous allons partir à Lakota pour revivre encore l'ambiance, ce qui s'est passé dans les bureaux de vote sur place. Pour ma part, en tant que jeune, je voudrais d'abord remercier la RT qui donne cette opportunité à la jeunesse de s'exprimer sur les questions touchant la nation ivoirienne, tout en remerciant aussi la commission électorale et toutes les forces de défense et de sécurité qui ont permis au bon déroulement de ce scrutin. Toutefois, nous déplorons les actes de vandalisme, d'intimidation
dans certaines localités. Tout le monde déplore, hein, évidemment, évidemment. Est-ce qu'on pouvait l'éviter? Oui, ce qui a donné droit en tant que jeune à une diplomatie préventive, à des campagnes de sensibilisation dans les régions, à l'attention des jeunes pour s'approprier de la question de la non-violence en période électorale. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? On va se rendre tout de suite à Lakota et puis revivre ce moment avec notre reporter Herman Divé. Bonsoir Hervé, nous sommes ici au rond-point de Lakota et comme vous pouvez l'apercevoir en arrière-plan, un véhicule qui est en train d'être calciné par les flammes. Ce véhicule donc a été livré à la vindicte populaire par un groupe de jeunes qui semble-t-il dénonce certaines manœuvres de tricherie engagées par certains candidats. Sur place, la police et les forces de défense et de sécurité essaient de disperser ces groupes de jeunes. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous avons pu noter une perte en vies humaines. Nous sommes ici sur le terrain et nous essayons d'en savoir davantage avant de vous faire le relais de l'information. Pour l'instant, les populations de Lakota sont terrées chez elles et attendent d'en savoir davantage, attendent que la situation se calme pour pouvoir certainement mettre le nez dehors. Voilà, comme vous l'avez dit, hein, malgré les appels à l'apaisement lancés par les candidats eux-mêmes, ces élections couplées enregistrent malheureusement un décès du côté de Lakota. Et puis il faut rappeler que même pendant la campagne, il y a également eu un décès. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Madame, moi je pourrais dire que déjà il y a des dysfonctionnements qui restent à être améliorés quant à l'amélioration de l'éducation à la culture politique et au civisme politique. Aujourd'hui, nous voyons que la classe politique n'enseigne pas, ne donne pas la vitalité de la démocratie à l'attention de leurs militants. Et donc, nous pensons bien attirer l'attention de ces leaders politiques en Côte d'Ivoire pour qu'ils comprennent que l'élection aujourd'hui, c'est une phase de démocratisation de notre nation et que l'ensemble des populations devront s'approprier. Est-ce que vous pensez que les partis politiques n'ont pas instruit leurs militants? Évidemment, mais il n'y a pas cette éducation-là dans la culture politique en Côte d'Ivoire. Et donc, nous pensons et nous voulons lancer un appel à l'attention de ces leaders politiques de faire de sorte que désormais, pour les élections à venir, que ces militants, ces leaders éduquent leurs militants à la question de la culture démocratique en Côte d'Ivoire. Réaction? Oui, réaction. Oui, tout à fait. Moi, je vais interpeller même les partis politiques. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des élections pour pouvoir encadrer les électeurs ou les membres des partis. L'école du parti doit exister. C'est même une obligation pour une organisation politique d'avoir une école où il faut enseigner la culture du parti, la culture démocratique. C'est de celle qu'il s'agit. Voyez-vous, grâce à l'information, il y a des décisions qui sont prises, certes, mais aussi cela permet l'action. Nous n'attendons pas qu'il y ait des élections pour pouvoir mettre en place toute une activité autour des caravanes de sensibilisation. Il faut aller plus loin que ça. D'accord. Monsieur Koné? Oui, moi je crois que c'est vrai qu'il y a des responsabilités qu'on peut, je crois, dégager en termes d'éducation, de transmission de valeurs autour du fair play électoral. Mais je pense aussi qu'il faut faire une analyse aussi un peu plus globale du système lui-même. L'élection n'est qu'un moment de la démocratie. Et les rapports, quand les rapports de force politiques se tendent sur l'espace de l'arène politique globalement, l'élection peut être un exutoire un peu de ces conflits, de ces antagonismes. Je pense que le système politique ivoirien lui-même, il y a beaucoup à réformer en tant que tel. Ouais, l'élection se présente finalement comme une mise à rafler. Et lorsque vous avez la même mise et vous arrivez à avoir une bonne option sur les autres, les perdants sont exclus totalement du système. Et donc, quand on arrive à des périodes électorales, la tension commence à se faire voir. Changement de mentalité. Oui, changement de mentalité, mais je pense qu'il faut créer un système dans lequel les différentes parties quand même restent présentes dans le système. Il ne faut pas que, par exemple, que l'opposition soit totalement mise à côté, parce que quand on perd tout, et quand de nouvelles élections arrivent, on jette tout son va-tout pour pouvoir rafler la mise. Et donc, il y a beaucoup de conflits qui se jouent autour. Il faut apaiser, je veux dire, réformer le système lui-même.
Alors, ils étaient près de 6 millions, plus de 6 millions d'électeurs à se rendre aux urnes ce matin pour choisir leur maire et leurs conseillers régionaux. Mais comment ces Ivoiriens ont-ils vécu ce vote? Que représente d'ailleurs ce scrutin couplé municipal et régional pour ces Ivoiriens? Nous allons voir quelques réponses au micro de nos reporters. Oh, sentiment de joie, parce que nous sommes dans le quartier ici, on sait qu'aujourd'hui c'est une élection, mais l'élection c'est pas la guerre, c'est la joie. Donc nous, comme nous sommes déjà organisés au quartier ici, voilà, vous sentez la joie même. Personne ne parle de la violence ici, parce qu'on sait que l'élection c'est juste pour aider la commune. Donc je suis venu voter en tant qu'un citoyen, j'ai fini de voter. C'est par rapport au programme que moi je me suis déplacé. Le programme de mon candidat qui m'a motivé à venir. Donc j'ai voté mon candidat parce que j'ai vu que ce programme-là, c'est un très bon programme qui peut nous arranger ici. Moi, mon candidat, je l'aime. Et puis lui, quand il dit quelque chose, il fait. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'importe, mais c'est la personne qui va venir aider la population, c'est lui on veut. Le programme, il est fait en fonction du développement qu'on veut apporter pour toute la population. La personne peut venir après. Bon, de nos jours, on essaie de concilier un peu les deux. Le candidat que vous avez voté, vous pensez qu'il répond à vos aspirations? Je vais regarder son programme et il y a certains points qui me touchent, notamment la sécurité. Après notre vote, c'est un sentiment de fierté d'avoir accompli ce devoir. Parce qu'il nous appartient de choisir celui qui va présider aux destinées de notre commune. Et donc nous sommes venus remplir ce devoir. Nous nous sentons heureux et nous disons que celui que Dieu a décidé va gagner, mais ça sera pour le bonheur de tous les habitants. Le candidat, il peut être beau, il peut être gentil, mais s'il n'a pas un programme pour le développement de la commune, pour le bonheur de la population, ça ne sert à rien de choisir ce candidat. Il faut voter un programme qui peut nous permettre d'évoluer et d'aller de l'avant. J'ai voté ce matin, j'ai senti qu'il y a une très belle organisation. Il n'y a pas de bousculade. On ne met pas trop de temps aussi pour rechercher le candidat. Donc, je crois que tout se passe bien. Il ne faut pas voter par passion, par ethnie, par religion. Et c'est ce qui fait que ça nous cause des problèmes en Afrique. C'est un sentiment de fierté, d'autant plus que c'est un devoir civique. Vous savez, les élections municipales et régionales sont des élections d'ordre social et qui permet à tout citoyen de voter pour le développement de sa commune ou de sa région. Donc je suis fier ce matin d'avoir accompli mon devoir civique. En termes de programme, d'abord au niveau de la scolarité, puisque je suis enseignant, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus d'infrastructures au niveau de la scolarité, de la santé également. Abobo est une commune délaissée parce qu'il n'y a même pas de CHU. La deuxième plus grande commune de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de CHU. Donc mon souhait est qu'il y ait un CHU à Abobo, qu'il y ait beaucoup d'établissements publics à Abobo, primaires comme secondaires, et pourquoi pas une université à Abobo. Mon candidat a présenté un programme qui m'a séduit, qui pour moi, s'il est élu, va apporter un changement et qui va impacter la vie quotidienne des populations. Ce sont nos dirigeants qui font croire qu'il faut avoir une chapelle politique pour pouvoir être maire dans une commune. Alors qu'il fait un agent de développement qui ne doit même pas avoir une casquette politique. C'est quelqu'un qui a des intérêts, qui pense apporter un plus à la population pour améliorer les conditions de vie. Donc il pense que l'État doit veiller à ce que vraiment la population prenne conscience qu'aujourd'hui, quand on parle de commune, on parle de mairie, c'est agent de développement. Alors, Madame Dao Gabala, dites-nous, pour vous, quel est l'enjeu principal de ce scrutin couplé? Alors, je dirais qu'il y a 3 enjeux. Le premier enjeu, et je pense que ceux qui ont été interviewés l'ont compris, ce sont des élections locales, donc des élections de proximité. Autant on élit le président de la République ou on élit le député, il est un peu loin de nous, autant en élisant le maire, c'est celui avec qui on aura beaucoup plus de proximité et qui va agir directement sur le fonctionnement de la commune. Et je pense que les électeurs l'ont compris. Et en principe, je dis bien en principe, le taux de participation au niveau des élections municipales devait être le plus élevé parce que c'est celui-là qui a l'impact le plus direct sur la vie du citoyen lambda. Donc, élections locales. Deuxième défi que moi je vois, challenge, pour moi ces élections vont nous montrer la maturité démocratique du peuple ivoirien. Jusqu'où
Est-ce que ça fait longtemps qu'on est dans une démarche démocratique? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Et donc, pour moi, ces municipalités, on le verra, dénotent d'une certaine maturité du peuple. Et troisième élément, comme l'a dit mon frère, n'oublions pas, ces municipales et ces régionales préparent 2020. Donc, c'est vraiment un enjeu. Les gens vont voter, mais ils savent que c'est 2020 qu'on est en train de préparer. Donc, trois défis majeurs, trois enjeux majeurs, local, proximité, préparation de 2020 et maturité démocratique. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous. Trois enjeux également pour vous? Oui, j'ajouterais peut-être un enjeu qui n'est peut-être pas très visible, mais qui est important. Je pense que le système politique ivoirien arrive à une période, je pourrais dire charnière, importante, une période que je qualifierais de transition, mais de transition générationnelle. Et peut-être que tout à l'heure, on en parlera, le fait qu'il y ait une forte montée des indépendants est un indicateur, voilà, est un indicateur d'un bouleversement progressif. Mais nous sommes là, je dirais, à une période charnière entre une génération qui est celle qui est née, je veux dire, avant les indépendances, qui a fait ses armes sous le parti unique et qui a été très présent dans toute la période de l'ouverture du multipartisme de 1990 jusqu'à présent, et une génération qui a commencé par émerger dans la décennie 90. Qui veut dire son mot. Oui, qui veut dire son mot, et sur toute la période de la crise a été très présente. Il ne faut pas oublier que cette catégorie de jeunes a apporté pratiquement cette crise-là. Et malheureusement, en 2010, le retour à la stabilité a marqué aussi une mise à part de l'ascension d'un ensemble de jeunes qui se voyaient jouer un rôle important sur l'espace politique. Et malheureusement, dans les partis politiques, ils n'arrivent pas trop à s'exprimer. Et maintenant, on avance vers la fin donc, de cette génération, de cette première génération. Et ces jeunes et ces élections municipales, derrière ces élections se joue également cet enjeu de positionnement des futurs leaders, de la future élite politique ivoirienne. Donc c'est un test grandeur nature. C'est un texte à 2 ans du scrutin présidentiel. Déjà, je dirais en miniature, si vous voyez très bien les challenges qui se jouent dans certaines localités, vous verrez très bien le positionnement d'un ensemble de leaders qui commencent plus ou moins à mesurer leur force relativement à leur électoral, relativement à 2020, et à également prendre des décisions. Il y a des destins individuels qui se jouent, mais également il y a des destins de partis qui se jouent. Les partis, à mon avis, sont en crise. Et cette crise se manifeste évidemment dans ces élections que nous voyons. C'est un test grandeur nature. Vous partagez cet avis? Oui, c'est un test grandeur nature, mais cette fois-ci, je vais me cantonner sur le challenge, sur le défi sociétal. Nous voyons que dans ces différentes élections locales, les communautés sont en train de se réorganiser. En se disant que les espaces urbains, certes, sont au cœur aujourd'hui de la globalisation, on n'échappe pas à cette globalisation, ni à la transformation technologique, mais surtout à la recomposition économique et sociale. Et je mets l'accent sur cette recomposition économique et sociale parce que tout simplement les communautés ont compris qu'au-delà des grandes villes, même les petites villes doivent pouvoir s'organiser. Et c'est pour cela que vous avez des communautés qui se réorganisent et qui font en sorte de susciter des candidatures. C'est où il est important de prendre en compte toutes ces communautés qui se réorganisent et qui sont en train de se tailler aussi leur place politique dans les différentes localités. Et je rappelle donc que nous allons d'un moment à l'autre rejoindre Victorien Ngwa à la Commission électorale indépendante pour recueillir, pourquoi pas, quelques premières tendances au niveau national. Mais en attendant, nous continuons de décrypter. Alors, vous disiez qu'aujourd'hui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais appuyer ce que Prof a dit tout à l'heure. Il y a une recomposition. On va parler tout à l'heure des indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communautés elles-mêmes
ne s'attachent plus uniquement aux partis politiques. Elles connaissent leurs intérêts et elles suscitent en leur sein des candidatures pour représenter leurs intérêts. Et c'est pour ça que je dis que ce sont des élections qui nous permettent de tester la maturité démocratique. Et au niveau comparativement à 2013, on voit le nombre élevé de candidatures. Alors c'est l'autre caractéristique justement de ces élections locales qu'on pourrait relever. Nous allons voir avec la complicité de la régie l'évolution de la population électorale de 628 890 électeurs de plus qu'en 2013, selon les chiffres publiés par la commission électorale, soit une augmentation de 17% de la population électorale. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Est-ce que ça veut dire que de plus en plus les populations s'intéressent à la vie politique? Moi, à mon avis, je pense que même 6 millions et quelques, c'est peu si on le replace. Comparativement à 2013, d'ailleurs. Oui, comparativement à 2013, mais par rapport à la taille de la population susceptible de pouvoir voter, parce que l'âge de vote, c'est, je pense qu'à partir de 18 ans. Et si on ramène cela globalement à la population, je dirais à la taille électorale, on aurait pu faire mieux, hein, l'électorat. Mais normalement, il devait avoir un enregistrement systématique. Comparativement, c'est un score que... Oui, mais c'est normal, c'est normal. Je pense qu'on aurait pu faire même mieux parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à majorité, je dirais, électorale à 18 ans. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui s'intéressent, qui veulent se faire inscrire sur la liste électorale. L'engouement n'est pas toujours de ce côté-là, mais on voit un intérêt quand même des populations à la chose politique. Contrairement au discours ordinaire qu'on a maintenant de dire qu'il y a une désaffection du politique, à mon avis, il n'y a pas un désintérêt. Même la non-participation est une forme de participation. Et vous allez expliquer pourquoi la non-participation est une forme d'intérêt. Alors, voici, on a un jeune ici qui représente le Parlement des jeunes. Oui. Avant d'en arriver à là, je voulais dire d'abord que nous avons des élections de développement. Les élections régionales et municipales sont des élections de développement, des élections de proximité. Dans les grandes démocraties, on pourrait appeler cela les mandats à mi-parcours qui devront aboutir à 2020, mandat définitif. Alors, sur la question des 650 000 électeurs qui se sont ajoutés, mais moi je pense que cela est très peu. Parce que en termes de majorité en Côte d'Ivoire, la jeunesse qui représente 70%, plus de 70% de la population ivoirienne devrait aller encore plus. Mais en période de l'enrôlement sur le listing électoral, moi je pense que c'est à ce moment-là que le travail devrait être fait pour mobiliser bon nombre de personnes à s'inscrire sur le listing. Nous, en tant que jeunes parlementaires et membres de la plateforme panafricaine des femmes, des jeunes, pour l'appel à la démocratie et la bonne gouvernance, nous avons entrepris des campagnes d'information et même nous avons fait même, comment on appelle, les campagnes de proximité dans des ménages pour inciter des jeunes à se faire enrôler. Et c'est ce qui est important. 1. 2. Il faut montrer l'importance du vote. Qu'est-ce que c'est que le vote? Et vous savez, naturellement, oui, la jeunesse est une couche en griffe de rebelles, si je peux dire dans ce sens-là. Je veux dire, oui, quand je dis de rebelles, c'est-à-dire que révolutionnaire dans le sens où... Je préfère ce thème-là. Oui, révolutionnaire, voilà. Révolutionnaire dans le sens où si cette jeunesse n'est pas impliquée dans un système, elle se démarque de ce système. Est-ce que cette jeunesse sait pourquoi voter? Qu'est-ce qui a guidé d'ailleurs son choix dans ce scrutin couplé? Si vous voulez bien, nous allons regarder quelques réactions et puis nous allons en débattre. Pour moi, il est important qu'un citoyen puisse voter parce que c'est l'occasion pour lui de choisir pour lui-même et, pour ainsi dire, pour la défense de ses intérêts, son dirigeant. Par rapport à ceux qui refusent de voter, on ne peut pas dire que ce soit une obligation absolue puisque c'est un droit. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont le choix quand même. S'ils pensent que ceux qui sont en présence ne sont pas peut-être de nature à répondre à leurs attentes, cela peut être la cause de leur hésitation. Pour moi, il est important pour les citoyens de voter parce que en votant, c'est d'abord un droit pour les citoyens de voter. Deux aussi, en votant, cela permet aux citoyens de pouvoir en quelque sorte prendre des décisions pour son pays ou bien pour sa commune. Ceux qui vont voter à votre place prennent des décisions à votre place. Donc ne pas voter, bon, pour moi, ça n'a pas vraiment trop de sens. Il faut voter parce qu'on a besoin des hommes compétents pour pouvoir diriger nos communes
et aller défendre nos intérêts à l'Assemblée. Ceux qui ne vont pas voter, chacun est libre de choisir son dé. S'il sait que tous ces maires-là ne vont pas l'aider, là, il est libre. Mais aller voter un bulletin nul, c'est comme si quelqu'un qui est resté à la maison. Hein. Je vote parce que, bon, ça m'arrange. Je ne vais pas passer, bon, je n'ai pas le temps ou bien ça ne m'arrange pas. Ou bien aucun candidat ne m'inspire confiance. Voilà pourquoi je m'abstiens. Je regarde le candidat qui a une bonne idée, qui a les meilleures idées pour arranger la vie. Je ne veux pas voter parce que c'est mon parent ou bien c'est une connaissance. Je vote s'il arrange la vie, s'il arrange la population, ce sera important pour lui d'être élu. Mais il ne faut pas qu'on va voter parce que non, il me plaît, parce qu'il m'a donné de l'argent, parce qu'il a donné de l'argent à ma famille, non, je vais le voter. On vote pour la population, on vote pour la commune. Le vote, c'est un acte citoyen. Et puis, ça permet un peu de pouvoir, en quelque sorte, donner le mandat à ceux qui sont votés de pouvoir conduire la politique de développement. Maintenant, s'il y a une loi spécialement qui contraint les gens à voter, eh bien là, d'accord, mais on ne peut pas contraindre quelqu'un à voter, enfin, contre son désir. C'est un droit civique. Donc, comme si citoyen, c'est normal que je vote. Si vous ne votez pas, c'est pas bon, c'est pas normal. Normalement, un citoyen doit voter. Si tu aimes ce pays, normalement, tu dois voter. Si tu ne votes pas, le candidat qui sera élu s'impose à toi. Donc, il vaut mieux participer pour que la personne qui est élue, même si ce n'est pas ton candidat, au moins tu sais que tu as participé. Parce que si tu ne votes pas, tu seras aigri. La personne élue s'imposera à toi. C'est important de voter parce que c'est un acte citoyen. Et aussi, on a le choix de voter la personne qu'on veut, de l'île, la personne qu'on veut pour notre commune, pour notre pays aussi. Entendu ces différents jeunes, vous aurez le temps de réagir, parce que moi je vais vous poser la question, peut-être en commençant par le jeune, le jeune qui représente toute la jeunesse ivoirienne ici. Pour qui vote-t-on? Le candidat ou le programme, mais avant on va rejoindre Victorien Ongoa qui se trouve à la commission électorale indépendante pour nous donner le point de la situation à la CEI. Bonsoir Victorien. Alors quel est le point de la situation à la commission électorale indépendante? Téléspectateurs de Nouvelles Fraîches, je n'en sais vraiment rien. En tout cas, nous sommes encore à la CEI et nous caressons l'espoir que nous aurons la sortie de la fumée blanche. Ce que je peux dire, c'est que les résultats sont en ce moment acheminés vers la CEI par voie électronique. Un exercice totalement différent de celui vécu lors de la présidentielle où il fallait attendre les PV physiques. En conclusion, la CEI nous rassure que dès ce soir, quelques résultats vont tomber. Je rappelle, Marie-Laure, qu'il y a 88 candidatures retenues pour les élections régionales, 684 dossiers pour les municipales. Et justement, on note 389 candidatures indépendantes contre 176 pour le RHDP, 104 pour le PDCI, 12 pour le FPI, 2 pour l'UDR et 1 pour le RPC. Merci Marie-Laure. Merci Victorien Ongoa. Nous allons le retrouver d'un moment à l'autre au cours donc de cette soirée électorale. On l'a entendu, on aura quelques résultats ce soir. C'est ce que promet la commission électorale indépendante. En attendant, nous on continue de décrypter. On a entendu les différentes réactions des jeunes. Alors je commence par M. Josué. Oui. Pour qui vote-t-on? Pourquoi les jeunes se rendent dans les urnes pour voter? C'est pour voter le candidat, le programme, ou bien si vous voulez, si vous me le permettez, l'ethnie? Le portefeuille ou le candidat? Alors, pour moi, ici, nous avons affaire à l'éducation du civisme politique. D'abord, le vote est un devoir civique, qui est un acte citoyen. Ne pas voter, c'est se soustraire de sa citoyenneté au vu de la Constitution ivoirienne. Vous avez vu pendant ces élections, pendant ces campagnes, aucun candidat, ou du moins bon nombre de ces candidats, n'a présenté un programme d'action budgétisé inscrit dans un chronogramme. La campagne? Oui, j'ai suivi la campagne, effectivement. Alors, tous disent les mêmes choses. Tous disent les mêmes choses et nous pensons qu'il y a une... Donc les jeunes n'ont rien retenu du programme de ces candidats? Évidemment, ça devient comme un verset biblique ou un sourate coranique à chaque fois qu'on chante à la population pendant les élections. Et nous pensons que les jeunes doivent voter désormais le programme et non l'individu.
parce qu'on parle de la question du développement de sa communauté et même de sa circonscription également. C'est comme ça que vous avez ressenti cette campagne-là? Oui, mais je pense qu'une des questions qui reste au cœur un peu de cette problématique, c'est de savoir pourquoi, en fait, les jeunes s'intéressent peut-être moins au programme. Vous avez parlé d'argent ou d'autres déterminismes. Ce sont les questions que j'ai posées. Oui, des questions. Je pense qu'il est important. C'est vrai que c'est un devoir civique et citoyen. Mais la citoyenneté, c'est vrai qu'il y a une dimension de fierté, d'appartenance, mais c'est aussi un ensemble, je dirais, de droits que les individus ont. Donc, ils essaient de questionner véritablement de leur identité citoyenne. Si je dois respecter des règles, si je dois, en tant que devoir civique, aller voter, qu'est-ce que j'ai en retour réellement? Moi, j'ai le sentiment que les jeunes, souvent, ne se retrouvent pas, ils ont l'impression que derrière le jeu du vote, c'est comme un jeu de dupes. Et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas retour sur investissement. Et la question de l'argent, je pense, doit amener à réflexion. Pourquoi est-ce que les gens courent derrière l'argent pendant les périodes électorales? Comme disait quelqu'un, j'aurais aimé qu'il y ait un seul jour de mandat et que tous les 5 autres années soient des années d'élection. Parce que pendant les élections, il y a beaucoup d'argent qui circule. Les gens se disent, mais c'est l'occasion pour moi d'avoir au maximum de l'argent. Donc les gens profitent, ils prennent de l'argent. Est-ce que vous voyez? Il y a ce comportement. Parce que finalement, ils se rendent compte qu'ils ont des attentes et des espoirs par rapport à la qualité de l'offre politique qui ne suit pas toujours. Donc il n'y a pas retour sur investissement et du coup, ils se mettent en posture stratégique pour pouvoir eux aussi bénéficier à une période. Donc il faut questionner les jeunes, mais il faut également questionner la qualité de l'offre politique elle-même, qui ne répond pas toujours aux aspirations des jeunes. Rosette Tenem voudrait réagir. Oui, je voudrais réagir, merci. Il faut surtout faire un état des lieux de la société ivoirienne, de nos sociétés, de nos communautés. Quand on fait un état des lieux, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons tout simplement qu'il y a un délabrement moral. C'est cela. Délabrement moral? Oui, tout à fait. Pas trop fort, ce mot? C'est pas fort. Si je prends ça, nous n'avons pas assez de temps. J'ai pu le faire dans le cadre d'une étude, mais je vous assure, dans tous nos secteurs, il y a un problème. C'est vrai que de plus en plus, nous avons des jeunes... ceux qui sont mis en cause. Quand je parle de la société, oui, dans la société, on a plusieurs couches. Oui. Écoutez, quand je dis la société, c'est une société en crise des valeurs. Merci. Donc, vous voulez dire que les candidats... Je parle d'un réarmement moral qu'il faille faire. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai interpellé l'école des partis. Je vais interpeller encore les leaders d'opinion. Parce que c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Il faut le faire. Parce que vous voyez, une société qui vit une crise pendant une décennie, nous avons besoin de réarmer encore. Voyez-vous, il y a des études qui prouvent, excusez-moi... Il y a une éducation à faire, même au niveau des formations politiques, vous voulez dire. Tout à fait. Vous savez, la Seconde Guerre mondiale, la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a encore les séquelles psychologiques sur les populations de l'autre côté en Europe. À plus forte raison, nous autres, qui sommes en train d'amorcer des mutations socio-économiques. C'est de cela qu'il s'agit. Vous parlez de clientélisme, mais ça va plus loin. Cela va plus loin. Nous n'allons pas, ce cadre-là, nous n'allons pas le limiter à cette, je vais dire, à cette analyse, mais il faut retenir... Nous sommes en train de parler de la campagne, ce qui s'est passé au cours de cette campagne. Oui, tout à fait. Il faut retenir qu'effectivement, nous avons besoin de cela, d'un sursaut de nos valeurs, les valeurs socioculturelles. Cela est important. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais réagir sur ce qu'a dit notre président du Parlement. Vous savez, nos sociétés sont organisées. Nos sociétés sont organisées. Nos sociétés sont régulées. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons 4 grandes aires socioculturelles, nous le savons. Mais à l'intérieur, il y a une régulation sociale. Les jeunes, je veux bien, mais quand même, les jeunes... tout à l'heure, Rodrigue a parlé... Les jeunes veulent des repères, veulent des modèles. Tout à fait. C'est pour cela que je parle de nos sociétés qui sont régulées socialement. Il y a des repères. Et nous, justement, nous sommes à la recherche de ces repères-là. Quand je parle d'un réarmement moral, c'est à cause de cela. Parce qu'aujourd'hui, nous perdons nos repères. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai dit tout à l'heure que certaines communautés
faisaient le lit de pouvoir choisir eux-mêmes leurs candidats. Pourquoi lui, pas nous? Parce que quand on parle de cohésion sociale, quels sont les déterminants de la cohésion sociale? C'est d'abord la richesse de la diversité culturelle. C'est d'abord l'inclusion des minorités. Mais qu'est-ce que nous voyons souvent dans certaines de nos communautés? Les minorités sont à l'écart. Et ça ne fait pas le lit de la paix. Oui. Madame Dao Gabala. Oui, je voulais revenir sur l'aspect perte de valeur. C'est vrai que la société ivoirienne est en perte de valeur. Mais je reviens encore sur le fait que nous avons dit tout à l'heure que ce sont des élections de transition. Vous savez, c'est vrai qu'il y a une perte de valeur. Et je pense que beaucoup de partis politiques ne se sont pas rendus compte que nous sommes dans une transition et ont voulu s'appuyer sur cette perte de valeur pour faire de ces élections, je dirais, des élections où on flambe de l'argent. Mais écoutez tous les simplement... candidats n'ont pas... mais écoutez simplement ce que les jeunes ont dit. Beaucoup n'ont pas parlé d'argent. Ça veut dire qu'il y a une maturité qui commence. Mais mieux, revenons. Quand vous regardez tous ceux qui se sont inscrits en indépendant, nous aurons l'occasion de parler de ces indépendants. Beaucoup sont partis. De parler du déroulement de cette oui, campagne. Mais je reviens là-dessus. C'est pour dire que c'est une révolution qui est en train de se faire, pour dire que toutes ces personnes qui ont décidé, malgré le fait qu'elles n'aient pas suffisamment d'argent, de se présenter, ont voulu montrer que c'est le programme qui est important et il y avait une autre façon de faire. C'est une lecture qu'il ne faut pas écarter. Et je pense que les partis politiques devraient en tenir compte dans le choix des candidats, parce que ce que les indépendants veulent dire, c'est qu'il bien que vous représentez la coalition des femmes leaders ici. Alors, je comprends bien votre position. Nous allons regarder cet élément des électeurs qui expriment leurs attentes. Je leur demande pardon parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Ils n'ont pas changé un peu. Ils n'ont pas pensé à la population qui les a votés. La commune, c'est quand tu vois les communes vraiment sont dégradées, les maires ne travaillent même pas. Donc on demande pardon s'ils sont élus de travailler pour la population. Pensez beaucoup aux jeunes. Celui qui va gagner, on souhaiterait que la volonté de la population soit faite. Chez nous comme ça, il n'y a pas de l'eau. On souhaiterait que le mec qui va être élu à Cocody ici, là, nous envoie de l'eau. Il n'y a pas de route. Les routes ne sont pas bitumées. On souhaiterait que le mec qui sera élu envoie le bitume là-bas. Nous attendons tous deux, parce que nous sommes dans une commune et que la priorité dans les communes, c'est la propriété. Ils ont pris des engagements devant la population. Moi, personnellement, si l'éclat de la commune est bien, je serai d'accord avec eux. C'est ce qui est mon souhait le plus ardent. Qu'ils fassent quelque chose pour la propriété de la commune, dans laquelle, surtout la commune de Cocody. Ils font tellement de promesses. Nous attendons que le programme qu'ils eux-mêmes ont concocté soit appliqué. Ce que nous voulons, simplement, c'est le bien-être. Il faut qu'il y ait la sécurité, l'environnement. Les quartiers sont sales, les caniveaux sont remplis de tout des détritus. On nous fait des actes spontanés et puis après, ils disparaissent. On n'en a plus besoin. On veut quelqu'un qui est au quotidien, qui sent véritablement la vie de la population. C'est tout ce que nous demandons. On va dire dans un premier temps, ce qu'on recherche, nous les populations, nous les Ivoiriens, c'est la paix. Voilà, on veut qu'ils essaient de s'entendre pour pouvoir s'unir, pour travailler, voilà, pour rendre au moins le pays propre. Les différentes communes de Côte d'Ivoire ont différents problèmes à différents niveaux. Et puis je pense que tout le monde sait aussi que pendant la campagne, les candidats ont fait des promesses aux votants, aux populations. Il serait intéressant de pouvoir tenir ces promesses-là. Parce que c'est de cela que les communes ont besoin pour évoluer. Quand vous promettez aux populations de, par exemple, leur construire un hôpital, bon, il faut pouvoir trouver les moyens pour le faire. Parce que si ce sont simplement des promesses qu'on vient faire et après on ne tient pas compte des besoins de la population, ça ne vaut donc pas la peine qu'on vienne se présenter, qu'on fasse du bruit dans la ville et tout ça. On n'en a pas besoin. Donc moi je pense que je vais exhorter les candidats qui seront élus, je vais les exhorter à respecter les promesses de campagne parce que ce sera le bien pour les populations qui ont pris le temps pour aller les voter. Les problèmes c'est toujours les mêmes. Et la jeunesse surtout c'est le chômage. Voilà, tout jeune aspire à avoir un lendemain meilleur, à avoir un boulot. Bon, c'est le chômage, bon, les goudrons ont été faits. Bon. Bon, c'est ça, il y a le chômage, il y a l'insécurité aussi qui prime. Je pense que s'il y a un mec qui est vraiment capable d'apporter du boulot à la jeunesse, d'éradiquer vraiment l'insécurité à Yopougon,
bon, il sera la bienvenue. Voilà, comme on le voit, les Ivoiriens sont de plus en plus exigeants. Oui, mais ils connaissent... dire que les gens ne connaissent pas le sens du vote, c'est, je dirais, faire une injure je dirais, à cette population. Ils savent, je pense que la conscience citoyenne des Ivoiriens s'est élevée. Au fil des différentes élections, les uns et les autres commencent par comprendre réellement les enjeux véritables d'un scrutin. Seulement, ils sont un peu lassés de voir qu'ils attendent quelque chose et finalement, quand ils votent, on court derrière leur vote, ils n'ont pas retour en griffe sur investissement. Et cela peine beaucoup. Et autre chose, relativement à la discussion qu'on avait autour des jeunes, les jeunes aussi ont envie de voir dans l'offre politique qu'ils soient soi-même représentés. Parce qu'ils se rendent compte qu'au point de... J'ai posé la problématique générationnelle en entrée de jeu, je pense que ça reste très important et un élément qui va booster, si vous voulez, la participation des jeunes au jeu électoral et de percevoir ces élections comme une chance pour eux de se retrouver dans un système qui les représente, qui parle en leur nom et pour leur compte. D'accord. Alors justement, pendant cette campagne, les candidats ont sorti le grand jeu pour séduire les électeurs. On va ensemble revivre ce moment. C'est avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Les 2018 a refermé ses portes jeudi soir à minuit. Une campagne rythmée qui a souvent mis en exergue des talents insoupçonnés. Ouverte le 28 septembre dernier, la campagne n'a pourtant pas été toujours joyeuse. Rapport tendu entre militants RHDP et PDCI, tensions signalées dans plusieurs zones comme à Koumassi, Didievi, Lakota, Daloa, où plusieurs affrontements entre supporters de 2 candidats a fait un mort et plusieurs blessés. L'Ouest aussi s'est signalé. Très vite, la CEI monte au créneau et rencontre les candidats pour calmer le jeu. La sécurité est renforcée. À Abidjan, la capitale économique, 2 communes auront cristallisé l'attention, celle d'Abobo et du Plateau. À Abobo, face à face, 2 favoris, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le candidat indépendant, Tefour Kone. Un duel de communication de haute portée. Au Plateau, les 2 jeunes communicants aux dents longues, Fabrice Saouignon et Jacques Ewo, ont aussi réussi à embraser la toile. Quelques 88 listes de candidatures étaient en lice pour ces régionales et 684 listes pour les municipales. Un peu plus de 6 millions d'électeurs étaient, eux, attendus aux urnes. Alors, M. Vajosué, dites-nous, que doit comporter un bon programme pour répondre aux défis et du développement de nos municipalités et régions? Alors, écoutez, après avoir suivi ce reportage, nous avons compris qu'il y a un changement de comportement et de responsabilité à l'attention, je veux dire, dans l'attitude des jeunes. Nous n'avons plus besoin des hommes politiques qui viendront se servir des populations, mais plutôt se mettre au service des populations. C'est de poser des actions de développement. Aujourd'hui, le problème crucial, c'est la question de l'employabilité des jeunes. Qu'est-ce que ces hommes peuvent proposer à la jeunesse? C'est la question de l'emploi. La formation des jeunes. Il y a des candidats qui ont promis des emplois. Évidemment, ça a été toujours comme ça dit. Vous avez suivi, là, il y a un qui a dit après, ils disparaissent. Et c'est comme ça, non? C'est pourquoi les jeunes veulent prendre leur bâton de pèlerin pour être inscrits ou être dans les instances de décision en Côte d'Ivoire. Oui, Mme Daougabala. Je voulais revenir là-dessus par rapport à l'attente des jeunes. Le maire peut créer des conditions favorables pour que des emplois se créent. Mais ce n'est pas le maire qui va créer des emplois pour 500 000 jeunes, 1 million de jeunes. Ce n'est pas dans sa mission. Il doit gérer sa commune de telle sorte qu'il crée les infrastructures nécessaires pour favoriser la création d'emplois. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que sinon, il ne peut pas employer tous ces jeunes-là en même temps. Donc, ça, pour moi, je voulais revenir là-dessus. Dire qu'on va créer 1 million d'emplois alors qu'on est maire,
économiquement, je ne vois pas comment ça peut se faire. D'accord. Alors, je rappelle pour ce scrutin couplé qu'on enregistre 684 candidatures pour les municipales et 88 pour les régionales. La campagne des différents candidats n'est pas passée sous silence également sur les réseaux sociaux. Je vous propose de voir la campagne vue du net avec nos reporters Didier Nguessa. En plus des quartiers généraux et des meetings, les campagnes électorales suscitent de l'intérêt sur la toile. Le web tourne en dérision, campagnes, affiches et autres slogans des candidats. Au sujet d'un candidat ex-footballeur international, transpirant pendant la campagne, l'on peut lire ses commentaires. Ici, il mouille le maillot, non? Il en a l'habitude, seulement cette fois-ci, c'est pour lui-même et non un club. L'avantage du web, c'est aussi la discussion instantanée entre candidats et électeurs. Morceau choisi. Le candidat. Ma vision, c'est de faire de Zouenoula la vitrine de la Marawi. Et nous avons les ressources. L'électeur. Programme. Le candidat. Dans nos prochaines publications. Un partisan s'efforce de convaincre les internautes du soutien d'un parti politique à son candidat. En réaction à son laborieux argumentaire, on peut lire. Politique de Côte d'Ivoire. Si on t'explique que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. Les campagnes, c'est aussi le business des artistes. Un commentaire sur cette affiche qui informe de la présence de Doxy Yao à un meeting parle de mobilisation par le postérieur. Lago Boubaraba, comme le décrit l'affiche, a-t-elle convaincu les électeurs? Le verdict des urnes nous le dira. Du showbiz à la politique, pourquoi pas? Ange Farou pourrait franchir le pas. Du moins, c'est le souhait de cet internaute. Ah, les campagnes, trop intéressantes. Elles devraient durer plus longtemps. Wallahi, les campagnes devraient durer 5 ans et le mandat une journée. Alors, Koné Rodrigue. Je pense que l'une des innovations majeures, je dirais une confirmation d'une tendance qu'on observait déjà à partir de 2010, mais surtout au municipal couplé de 2013, c'est l'entrée des réseaux sociaux dans la campagne. Et je pense que cette campagne actuelle a véritablement confirmé que va se jouer, je pourrais dire, la scène politique va se jouer également avec les réseaux sociaux. C'est important, mais cela va relativement avec l'évolution même de ces technologies-là dans notre société. J'ai quelques chiffres ici. Par exemple, en 2005, il y avait seulement qu'à peine 11% je dirais, d'abonnés à Internet. Et pratiquement en 2020, on espère qu'en 2020, il y aurait 46% des personnes qui pourraient avoir accès à l'Internet mobile. Vous voyez, c'est véritablement quelque chose d'important. Les meetings se sont déroulés, on a vu de façon spectaculaire et ostentatoire dans les rues, mais la majorité silencieuse qui n'était pas visible était présente sur Internet. C'est pourquoi les réseaux sociaux deviennent, à mon avis, l'un des supports majeurs autour duquel le politique va s'exprimer dans les années à venir. Alors, professeur Téné. Oui, moi je voulais réagir sur les réactions des téléspectateurs tout à l'heure en reprécisant que le développement local est une branche de la gouvernance et que cette gouvernance locale ne peut pas se faire sans eux, c'est-à-dire sans les électeurs, sans les populations. On a comme l'impression que le maire est le chef d'orchestre avec un coup de baguette magique qui doit tout faire. Mais non, il y a un transfert de compétences. L'État central est là. La décentralisation, l'avènement de la décentralisation a eu lieu dans les années 1980, par le décret 91-80 du 17 octobre 1980. Donc c'est pour dire qu'il y a une démocratie participative. Les populations ont le devoir d'évaluer les élus. Justement, il existe des dispositifs qui obligent les maires et les présidents du conseil régional à rendre compte. Souvent, il y a des conseils. Oui, le conseil municipal, au cours de leur mandat. Et il y a des périodes où la population peut évaluer Quelles sont ces périodes?
Est-ce que ces populations ont droit à ces sessions? C'est l'information, c'est la communication sociale. Je pense que c'est bon d'aller voter, mais lorsqu'il y a réunion du conseil municipal qui est ouvert, chaque citoyen peut y aller. Il a le droit, il a la possibilité de s'y rendre. Mais mieux, le vote, c'est le vote sanction. J'ai vu que beaucoup en appelaient à la responsabilité des candidats. Non. Mais ça veut dire que j'ai en main une carte qui fait que si je pense qu'un candidat n'a pas été responsable, il n'a pas tenu à ses promesses, ma carte, c'est mon vote. En général, c'est 5 ans de mandat. Oui, mais pour ceux qui n'ont pas pu participer, en principe, les candidats, le maire devait pouvoir réunir et puis informer la commune de l'état d'avancement. Mais ça, c'est la stratégie de communication de chacun des maires. Mais ce que je dis, c'est que l'électeur, lui, que le maire lui ait fait un compte rendu ou pas, il sent lui-même dans sa vie de tous les jours. Mais il n'y a pas d'autre moyen de le sanctionner. Est-ce qu'il ne devrait pas exister des dispositifs justement pour permettre aux administrés de demander des comptes au maire ou au président du conseil régional? Il y a des espaces qui puissent demander des comptes où les élus doivent jouer cet exercice de redevabilité vis-à-vis des populations. Ça reste des espaces à la volonté, je veux dire, du maire. Le seul espace statutaire de sanction, c'est le vote. C'est le vote. Et justement, est-ce que c'est parce qu'il explique que certains maires ou présidents des conseils régionaux attendent la veille des élections pour réaliser ou livrer des infrastructures? Ça veut dire qu'on pense que les électeurs sont dupes. C'est ça. C'est pas ce qu'on dit. C'est une question que je vous pose. Parce que si on doit attendre 5 ans avant de sanctionner le maire ou le président du conseil régional, alors moi j'attends à 1 an peut-être de la fin de mon mandat. Le jeu démocratique dit qu'il faut attendre 5 ans. Si on ne veut pas attendre 5 ans, c'est là où on rentre dans des mais justement, vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui disait mieux vaut attendre que la campagne puisse durer 5 ans. À mon avis, les élus ont peur du vote. Ils ont véritablement peur. Ils ont peur de la force. Vous voyez, quand il y a des élections, vraiment, ils ont peur. Donc, les citoyens aussi le savent. Mais ils ont le sentiment souvent qu'ils ne peuvent rien faire dans le système. Tout à fait, c'est ça. Et je crois que ce sentiment-là se perpétue. Et je pense que c'est là où je suis d'accord que l'éducation aux politiques citoyennes doit jouer quelque chose pour dire que le vote est plus qu'une arme, c'est une gâchette, c'est une arme importante qu'on met sur la tempe des politiques. Et j'étais impressionné de voir des affiches dans des quartiers mal famés, des quartiers aucun élu local n'y va pendant les 5 ans, mais ils y sont allés jusqu'à, ils savent là où les gens vivent, qui n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à un ensemble d'infrastructures de base. Et donc les citoyens doivent être aussi conscients de ce fait-là, qu'ils tiennent les politiques par le bout quand cette période arrive. Je pense que quand les citoyens vont commencer par exercer leurs droits dans ce sens, la qualité de l'offre politique va changer. Tout à fait. José va réagir, mais je voudrais rappeler aux téléspectateurs que pour ce scrutin couplé municipal et régional, on enregistre 684 candidatures pour les municipales et 88 candidatures pour les régionales. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Alors, Josué. Oui, alors, pour moi, je pense que la meilleure manière pour les populations de faire le suivi des actions des élus, c'est, je disais tantôt, que ces candidats n'ont pas présenté un programme d'action budgétisé inscrit dans un chronogramme. Cela permettra aux populations, comme un témoin, de faire le suivi des actions. À telle période, j'ai promis de réaliser telle chose pour les populations. Et en mi-parcours, je crois que la société civile ou même les populations devront demander des comptes à ces élus, ne pas attendre le jour du... Il y a un représentant de la société civile ici. Oui, la société civile a un rôle important et crucial à jouer pour que le système démocratique marche. Et vous voyez, les populations ne sont pas toujours informées véritablement de ce qui se passe. Donc, à mon avis, les organisations de la société civile doivent jouer leur rôle, pleinement leur rôle dans ce système démocratique. Faire un monitoring de l'action publique, demander des comptes et diffuser l'information auprès des citoyens. Et ensuite, les citoyens sauront ce qu'il faut faire. Donc, je suis tout à fait d'accord que
durant les 5 ans, il faut que la société civile ait le courage de pouvoir interpeller les politiques. Vous le faites? Lorsque la coalition, non, je ne pense pas. Nous, oui, on interpelle pour les femmes. On interpelle pour les femmes, on interpelle quand il y a quand il n'y a pas suffisamment de femmes, quand il n'y a pas suffisamment de femmes candidates, etc. Mais je veux dire, par exemple, pour toutes les... Je note que beaucoup de bureaux de société civile se situent à Abidjan, mais ils devaient pouvoir jouer un rôle aussi au niveau des élections locales en interpellant. Vous savez, dans certains pays, la société civile exige le budget de l'État, l'analyse, avant que cela ne passe au Parlement. On va partir dans le sud Comoé pour faire le point de la situation ce jour de vote. C'est avec notre reporter Mahama Traoré. Lieu de vote de la salle des fêtes d'Aboisseau. C'est ici qu'est inscrit le votant Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères et cadre de la région du sud Comoé. Je suis venu accomplir mon acte citoyen, voter pour le développement de ma région, pour le sud Comoé et puis pour ma commune Aboisseau. Et je crois qu'ensuite, il faut attendre les résultats dans la sérénité. Un peu plus tard, dans ce même lieu de vote, nous retrouvons Marguerite Yoli-Bikone. Elle est commissaire centrale à la CEI, Commission électorale indépendante, et supervise le déroulement du scrutin dans la région du sud Comoé. Elle nous fait le point de la situation à moins d'une demi-heure de la fermeture des lieux de vote. Je dirais que dans l'ensemble, on n'a pas connu vraiment de grands remous. Seulement, il y a eu de grands retards, surtout à Grand Bassam, avec l'ouverture des bureaux de vote. Je pourrais ajouter qu'à Bonois, c'est vrai qu'il y a eu des casses d'urnes, mais les représentants des candidats ont été formidables. Ils se sont entendus et le vote n'a pas été interrompu. Et nous sommes venus avec d'autres urnes, donc il n'y a pas eu d'interruption. Le taux de participation il est assez variable. Il faut attendre la fermeture des bureaux de vote pour pouvoir se prononcer véritablement pour tout le sud Comoé. Les autorités préfectorales relèvent également un bon déroulement du scrutin dans l'ensemble. Pour la suite, le préfet de région invite toutes les parties prenantes à faire preuve de civisme. Nous sommes dans un pays de loi, des textes, et qu'ils acceptent, tous ceux qui ont battu les campagnes, qu'ils acceptent de rester dans le calme, quel que soit le résultat. Ils ont des voies de recours après les résultats. Donc ce n'est pas la peine de chercher à casser. La région du sud Comoé compte 4 départements et 8 communes pour une population électorale de 208 983 votants. Et notez également que 882 bureaux de vote répartis dans 163 centres pour 300 357 votants à Bobo. La plupart des bureaux ont ouvert à l'heure et les électeurs ont pu accomplir leur devoir civique dans la quiétude. Pas d'incident signalé au cours de cette journée électorale. 6 candidats sont en liste pour ces élections de proximité dans cette vaste commune d'Abidjan. Et c'est à 12 h que le candidat du RHDP, Ahmed Bakayoko, a voté au centre cours sociaux. Il était accompagné de la secrétaire générale du Rassemblement des Républicains RDR, Candia Camara, et de Jeanne Peumont, également cadre du RDR. Voilà, il n'y a pas eu d'incident signalé du côté d'Abobo, également dans plusieurs régions. Nous allons voir au cours de cette soirée électorale. Allez, on parlait donc de la responsabilité des candidats, sinon des maires et des présidents des conseils régionaux. Alors, ils doivent être, si on peut dire, francs dans leur gestion, rendre compte de leur gestion population, ne pas attendre les campagnes pour venir... Madame Dao Gabala. Oui, en fait, c'est bien ce que les électeurs ont dit et c'est bien ce que les électeurs reprochent en fait aux candidats. On revient, ce sont des élections de proximité, ce sont des élections de gouvernance locale. Qui dit gouvernance locale dit proximité. Qui dit proximité dit possibilité pour le citoyen d'interpeller le maire, d'être informé de ce qui se passe, parce que l'action du maire intervient sur sa vie de tous les jours. Et vous avez remarqué que, par exemple, beaucoup ont mis l'accent sur l'environnement. Et tout le monde sait que l'environnement, c'est vraiment l'une des prérogatives du maire. Et donc, la maturité est là, à mon avis. D'accord. Alors, je parlais tout à l'heure du candidat du RHDP du côté d'Abobo, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Vous l'avez vu dans ce scrutin couplé, plusieurs ministres se sont présentés. Alors, avec la complicité de la régie, si c'est possible, nous allons voir ces candidats ministres. Par exemple, à Bobo, je le disais, pour ces municipales, nous avons
le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Et à Divo, nous avons le ministre Amédée Kouakou et la ministre Maria Toukone qui brigue la mairie de Bondiali. Pour les régionales, on peut citer le ministre Kobena Kwasi Adjoumani qui veut présider au destiné du conseil régional du Gontougo. La ministre Anne-Désirée Loto brigue le conseil régional du Cavali. Et Abina Pascal, la région de l'Indénié et la région de Gbeke convoitée par le ministre Jean-Claude Kwasi. Alors, dites-nous, quel est l'enjeu pour ces membres du gouvernement, selon vous, dans ce scrutin couplé municipal et régional? Je vais commencer. Oui, pas professeur. Nous avons déjà relevé cet enjeu. Oui, de façon générale. De façon générale, oui. Spécifiquement pour ces candidats ministres. Oui. Il y en a qui briguent un deuxième mandat. Un deuxième mandat, oui. Ben, l'enjeu est là. Il faut faire en sorte que ces ministres soient à la hauteur il faut forcément remporter ce scrutin. Tout à fait, parce que, à mon avis... Hein, qu'est-ce qu'on peut dire autour un peu... de ces candidats ministres? Voilà, bon, on a parlé du très grand enjeu. On a par exemple Abina Pascal qui brigue un second mandat dans la région de l'Indénié. C'est aussi le cas du ministre Amédée Kouakou à la mairie de Divo. Voilà, je pense que c'est de la perspective des partis politiques qui ont un modèle de fonctionnement particulier en mettant en avant, je dirais, des personnalités importantes. Je crois que l'enjeu ici, c'est d'arriver à conserver un électorat important par rapport à 2020. Donc, à mon avis, positionner en ce qu'on appelle des poids lourds, c'est s'assurer de marquer son territoire dans des espaces locaux qui vont jouer qui auront un enjeu majeur. Quand vous prenez la taille de la population électorale, par exemple, on sait très bien dans des communes comme Abobo, comme Yopougon et bien d'autres communes, zones assez importantes. Comme en région. Voilà, en région. Je pense que ce qu'on voit dedans positionnant des personnalités qui voilà, qui ont un certain poids dans le parti, la logique, c'est d'arriver à conserver, à prendre un électorat. Il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine rupture de l'alliance RHDP telle qu'on l'a envoyée en 2010. Donc, le combat, à mon avis, se joue entre le PDCI Vous le pensez le RHDP nouveau. Donc, je pense que la logique, c'est ça, c'est la perspective des élections de 2000. Et puis, ce ministre candidat représente les couleurs du RHDP, je rappelle, à ces élections locales. Oui, je suis d'accord que c'est d'abord 2020. Mais en dehors de 2020, pour ces ministres qui sont candidats, n'oublions pas qu'ils recherchent aussi une certaine légitimité. Parce que si tu n'es plus ministre, que tu veux continuer à contribuer au développement de ta nation, tu recherches un poste électif. Et il faut voir aussi qu'en dehors de ça, les ministres eux-mêmes voient leur continuité dans une action de développement. Donc certes, c'est 2020, mais c'est aussi par rapport à eux-mêmes, leurs propres enjeux et leur propre capacité à participer au développement de la région. Parce que après ministre, qu'est-ce que je fais? Donc après ministre, qu'est-ce que je fais? Alors pour moi, je voudrais d'abord encourager, féliciter ces cadres ministres du gouvernement qui sont dans la course, mais mon inquiétude se situe au niveau de la gestion des affaires du gouvernement et des collectivités décentralisées. Alors, comme l'a dit Rodrigue, nous sommes dans une alliance, je veux dire, l'alliance RHDP au pouvoir qui donne droit aujourd'hui, nous sommes à un carrefour de mésalliance et de désalliance. Cela constitue un grand enjeu et un test du code de popularité de ces candidats qui pourraient franchement les amener un temps soit peu à accompagner le programme de gouvernement et de leurs leaders. Et donc je pense que ces candidats doivent redoubler d'efforts pour pouvoir maintenir le cap. Et sinon que bon, ce serait obligatoirement remporté alors, si je vous suis bien. C'est en cela aussi que ces élections ont un enjeu majeur. Je parlais de la transition générationnelle. Si vous regardez très bien le profil en général de ces candidats, voilà, de ces candidats, je dirais, pour me répéter, ce sont des candidats d'après la génération qui a déjà géré et qui veulent se mettre en pole position par rapport à la nouvelle dynamique, je pourrais dire politique, qui se mettra en place.
Ça, c'est le décryptage que vous faites. Je demande votre position, votre avis. Je reviens. Moi, je crois que le système tel qu'il fonctionne dans ce sens-là, peut-être que les électeurs en jugeront, hein, vous êtes électeur. Il y a plusieurs sentiments. Certains disent non, c'est un cumul de mandats. Pour certains, mais il y a le test par rapport à 2020, comme disait Mme Dao Gabala. Vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Il y a ce test avant 2020. Et puis, il faut quand même marquer son territoire par rapport à cette exigence du moment des deux partis, des grands partis. Et je crois que c'est un enjeu important pour les communautés elles-mêmes. Parce que, vous savez, ces désamours, en guillemets, ont plongé les communautés dans une peur. Oui, je vais dire les désalliances en ce moment. Les alliances qui se font, qui se refont, amènent les communautés elles-mêmes à se poser un certain nombre de questions. Ces questions, d'abord, c'est les repères, c'est les modèles. Et très souvent, quand nous prenons quand même le pouls de certaines communautés, on vous le dit ouvertement. Est-ce que nous avons, par rapport à nos organisations sociales, par rapport à nos traditions, est-ce qu'on peut retrouver certains repères parmi tous ces candidats? Ces candidats déjà qui ont des mandats et qui ont un cumul. Parce que ça aussi, la population se pose certaines questions. C'est vraiment un couteau à double tranchant, comme on le dit. C'est peut-être marquer son territoire, mais en même temps... Le candidat Ahmed Bakayoko, qui défend les couleurs du RHDP, tout à fait. Est candidat à la mairie d'Abobo, une grande commune. Alors, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir pour revenir sur les enjeux de ces élections-là. Vous savez, on parle de désalliance. On parle de désalliance. Regardez simplement, c'est même beaucoup plus profond que ça, parce qu'aujourd'hui, les cartes vont être redistribuées. Mais il faut lire ce que dit le peuple, au-delà des partis politiques. Et je pense que cette désalliance oblige les communautés à se prendre en charge. Regardez simplement les listes. Les indépendants, 56,8% des listes électorales. RHDP, 25% des listes électorales. PDCI, 15% des listes électorales. Et je pense que ça parle. Ça parle. Comment, dans un pays où on pense que le politique règle tout, on se retrouve avec plus de 50% de candidatures indépendantes. Ça veut dire que le peuple est en train de parler. Pour l'instant, nous parlons des forces politiques en présence dans ce scrutin. Mais on va revenir sur ça. On va parler des indépendants. C'est la troisième force politique. Oui, mais on va en parler, Mme Dao Gabala. Prennent leur responsabilité. On va en parler, Mme Dao Gabala. On entendait parler de l'enjeu pour ces ministres candidats. Il y en a qui briguent un second mandat. Alors, je demandais votre... C'est vrai, vous l'avez dit, ce que ça représentait, mais votre position là-dessus. Alors, M. Vajosu. Alors, moi, c'est la position de la jeunesse. Ce que nous attendons de tout cela, c'est ce que ces leaders ou ces candidats feront pour les populations. Moi, je crois que c'est ce qui est... Qu'ils soient candidats, ministres ou pas, oui, mais... les élus. Oui, qu'ils fassent ce qui est bien pour leur population. Et c'est ce qui est important pour nous. Et donc, aujourd'hui, cette configuration de la vie politique qui donne droit à 2020, je crois que nous ne devons pas perdre de vue le programme du président de la République qui est de faire de sorte que d'ici 2020, nous puissions atteindre l'émergence. Et donc, pour nous, ce sont des actions de développement qui nous importent ici. Et même notre inquiétude, je reviens là-dessus, c'est la manière de gérer et les affaires du gouvernement et les affaires des collectivités. Donc vous n'êtes pas d'accord? Non, pour les cumuls de postes. D'accord. Okay. Alors, justement, on rappelle, les forces en présence dans ce scrutin sont entre autres le RHDP, le PDCI et le FPI. C'est une question peut-être un peu très... Bon, vous allez me donner votre position. Alors, de ces formations politiques, le RHDP, qui n'est plus... Le PDCI ne fait plus partie, enfin, qui a décidé de ne pas aller sous les couleurs du RHDP dans ce scrutin couplé. Qui remportera le plus de sièges selon vous? Je commence par l'analyste politique. Je pense que nous sommes à une période où les cartes sont un peu brouillées pour l'instant. C'est très intéressant. Moi, d'ailleurs, j'analyse tout cela. Je trouve que
la démocratie ivoirienne qui est en train de reprendre des couleurs. Parce que on va dire que depuis 2010, l'espace politique est dominé par un acteur particulier, au point où l'opposition même politique ne s'affirmait pas véritablement parce qu'elle était désorganisée, elle était aussi en recomposition. Voilà, comme on le voit, les forces en présence pour les régionales, voilà, on a le PDCI. Donc, à mon avis, cette reconfiguration est intéressante. Voilà, comme on le voit, le PDCI, oui. 17 candidats, RHDP, 26 candidats, 2 candidats PDCI, RHDP, 2 candidats FPI et puis 41 candidats indépendants. Oui. Donc, à mon avis, nous sommes à une période chargée. Ces élections vont véritablement marquer les rapports de force, la cartographie des rapports de force à l'heure actuelle. Et faire un pronostic à l'heure actuelle, ce serait très, très difficile, à mon avis. L'analyse politique. Oui, parce que le PDCI est convaincu de la fidélité de son électorat et donc ne part pas déjà en vainqueur. Le RHDP souhaite élargir davantage sa base. Et il faut rappeler qu'au-delà même des partis qui participent, ceux qui ne participent pas, qui appellent au boycott, vont également regarder le taux de participation. Je pense que pour moi, j'interprète ça comme quelque chose de très positif pour notre démocratie avant 2020. D'accord. C'est votre avis également, Mme Dao Gabala? Moi, je dis, si on veut regarder simplement de façon statistique, les indépendants font 50%. Là, ils sont à peu près... Oui, ils font même 41, ça fait un peu plus de 50%. Donc, statistiquement, les indépendants risquent d'être en première position. Ça, c'est ce que vous analysez. Elle ne partage pas votre avis, professeur Téné. Pourquoi vous ne partagez pas cet avis? Non, je ne partage pas parce que souvent, la candidature des indépendants sont souvent suscitées. Et vous aviez, bon, donc, nous allons certainement en parler. Ils ne sont pas vraiment des indépendants. Oui, ils ne sont pas vraiment des indépendants. C'est souvent des frustrés, c'est souvent des... Ils ne font pas partie d'une machine. Ils ne font pas partie d'une machine, mais souvent la machine suscite certaines candidatures. Oui. Ça, on n'est pas dû. Pas sûr quand nous regardons les communautés, oui, tout à fait, tout à fait. Je regarde un peu les élections de 2013. Je regarde 2013, les candidatures indépendantes et notamment les candidatures des femmes. La majorité des femmes qui ont été élues en indépendante. Ça veut dire qu'elles n'ont pas bénéficié de l'appareil du parti. Ça s'explique. Donc, ça s'explique. Ouais. Ça s'explique à quoi, selon vous? Ça s'explique parce que généralement, dans ces grands partis, ce sont les femmes qui constituent l'électorat. Nous savons qu'en Afrique, les femmes constituent 64,4% de l'électorat africain. Donc, on va parler certaines femmes sont beaucoup plus. On ne va pas être pressés. On a toute la nuit. Nous sommes à notre soirée électorale. Je rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs. Je rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs que d'un moment à l'autre, nous allons rejoindre Victorien Ongwa, qui est en direct depuis la commission électorale indépendante. Comme on le voit également, ça s'affiche. Alors pour ces municipales 2018, vous voyez le RHDP à 176 candidats, les indépendants 389 candidats, et puis 104 candidats pour le PDCI RDA et 12 candidats pour le FPI. Alors, commentaire rapidement. Alors, Josué. Moi, je pense que la pluralité des candidatures indépendantes au sein des partis politiques montre l'expression de la démocratie. Ça montre aussi que la démocratie s'exprime de mieux en mieux. Et vous savez aussi que ce n'est pas à toutes les soirées, galas ou des cinémas qu'il faut aller avec une cavalière. Et donc, allant en indépendant, je pense que ces indépendants, pourvu que ces indépendants fassent le bonheur de la population, parce que là, nous parlons des élections de proximité, de développement. Et celui qui viendra présenter un bon programme de développement... Mais vous parlez tout à l'heure d'enjeux par rapport à 2020. Alors, c'est important également pour ces formations politiques. Oui, c'est aussi important pour eux, mais nous, en tant que société civile et jeunes, nous pensons que ce qui est important pour nous, c'est le développement des collectivités. Alors, oui, Koné Rodrigue... À mon avis, la montée des indépendants, c'est un indicateur d'une crise des partis politiques. On ne va pas être pressé. On va parler tout à l'heure. Voilà, des indépendants. On va aller maintenant, on va se rendre, si vous permettez, dans QG. C'est pas prêt? Alors, on va revenir, mais allez-y. L'expression démocratique ici, quand je regarde sur 684 candidats, ça veut dire que
sur à peu près, je crois, 191 communes à pourvoir. Ça veut dire que pour chacune des communes, on a au moins 3. En moyenne, 3 listes par commune. C'est pas mauvais. Ça veut dire qu'il y a une expression démocratique qui s'exprime. Et c'est tant mieux, je veux dire, pour l'ensemble du système démocratique que nous sommes. Et plus il y aura de candidats, plus ça veut dire que les gens se sentent libres de s'exprimer. Et cela offre aussi, cela intensifie l'offre. Par rapport aux électeurs. D'accord. Alors, on voit bien qu'il y a de forts enjeux justement pour ces élections dans certaines régions et communes. On a Abobo, avec le candidat du RHDP, Ahmed Bakayoko, qui est opposé, qui est en compétition. Le principal adversaire, le candidat indépendant, Konetefo. Alors, l'enjeu est grand, donc, vu la taille de la commune et comment justement s'est déroulée cette campagne-là. Rodrigue. Oui, bon, je pense que c'est très intéressant. Moi, je suis très heureux de voir cette ferveur à Bobo. À Bobo, dont l'histoire dans la configuration urbaine d'Abidjan. C'est l'une des grandes communes d'Abidjan. Oui, près de 8 millions, je vais dire, en tout cas, près de 10% pratiquement de l'électorat. Je pense que c'est la deuxième commune après celle de Yopougon où il y a le plus d'électeurs. Voilà. C'est la première pratiquement, c'est la première après Yopougon. Donc, du coup, on avait pensé que cette campagne serait difficile à Abobo, mais à mon avis, elle s'est déroulée dans un fair play électoral assez intéressant. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Mais je pense que le cas d'Abobo, la manière dont la campagne s'est déroulée est un cas d'école qui devrait nous permettre de questionner même notre démocratie, comment elle fonctionne. Parce qu'il y avait certes des poids lourds, mais il y avait toute une logique qui se jouait autour des enjeux peut-être cachés, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'Abobo soit un laboratoire pour analyser, pour booster un peu la démocratie ivoirienne, de sorte à pouvoir mettre de côté un ensemble de pratiques, à mon avis, de choses qui ne sont pas honorables à la démocratie ivoirienne. Vous allez expliquer davantage, surtout cette dernière phrase, mais je voudrais donner la parole à Daou Gabala, qui voudrait réagir. Je veux dire, Abobo, c'est un enjeu particulier. C'est la plus grande commune, plus d'1 million d'habitants. Enjeu particulier parce que, rappelez-vous, en 2010, Abobo était le fief du RDR. Pendant les élections en 2015, on a vu que le taux de participation avait chuté. Donc, puisque c'est le fief de ce parti politique, il était important pour ce parti politique de reconquérir Abobo pour s'assurer 2020 et s'assurer que l'électorat le suit encore. Donc, c'est vraiment un enjeu assez particulier. Et le choix du candidat ? Je pense que c'est pour ça qu'on a mis un candidat avec une très, très forte pointure sur Abobo, parce que Abobo est à reconquérir. Grands enjeux, grands candidats. Konetefo également est candidat. Alors, va Josué, lui, peu importe. Oui, évidemment, mais vous savez, la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes, dans cette élection, a déployé plus de 400 observateurs et des moniteurs également. Et donc, dans ce sens que nous avons fait du monitoring des violences en période électorale et aussi de l'observation des élections. Donc, je peux vous dire actuellement que nous avons déduit que les élections se sont très bien déroulées au niveau d'Abobo, mais je crois que l'enjeu pour ces candidats serait de faire de sorte que les populations puissent participer à la reconstitution ou à la reconstruction d'Abobo. Parce qu'ici, nous pouvons déduire qu'il y a une crise de gouvernance au niveau d'Abobo. Et donc, pour ces challenges, oui, évidemment, il faut l'implication des jeunes, il faut l'implication de ces populations-là dans la construction et le développement d'Abobo. Et donc, pour moi, avec la candidature du ministre d'État et de Là, il est candidat du RHDP. Oui, voilà. Candidat du RHDP, je pense qu'il va relever ce défi à faire de sorte que Abobo soit... Vous aurez le temps de réagir, Mme Daou Gabala. Je propose qu'on se rende dans le QG du RHDP maintenant pour voir l'ambiance sur place.
Alors Marie-Laure, nous nous retrouvons cette fois ici au quartier général du RHDP où des dispositions pratiques ont été prises pour cette nuit électorale. Je suis d'ailleurs avec le ministre Bictogo. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors quelles sont les dispositions qui ont été prises ici pour cette soirée électorale? La disposition qui a été mise en place, c'est d'avoir mis en place un système de collecte d'informations. Vous voyez là, dans la salle, il y a 35 opératrices qui donc collectent les différentes informations à travers donc les données qui sont remontées par nos représentants dans les bureaux de vote. Ceci nous permet d'avoir une certaine indication, 1, du taux de participation, 2, d'une certaine tendance. Évidemment, on ne veut pas se prononcer avant la CEI, mais ce qu'on peut constater, ce qu'on peut noter, c'est que la mobilisation qu'on a constatée pendant ces élections s'est traduite dans le taux de participation, parce qu'il y a une forte mobilisation au niveau de la participation. Donc cette nuit électorale va nous permettre, en tout cas dans 1 heure, 2 heures, d'avoir des résultats définitifs et de pouvoir donc constater, noter qu'il y a une recomposition politique qui va se faire au lendemain de ces élections. Et dès demain, nous vous dirons ce que le RHDP, si le RHDP a été entendu par les populations, cela se traduira par une majorité. Mais nous l'espérons. D'accord. Et nous, on attendra donc les résultats officiels de la CEI. Et justement, ce soir, nous n'aurons pas les premières tendances au niveau national, mais demain, on aura une deuxième nuit électorale. Je pense que vous aurez donc quelques résultats au cours de cette soirée électorale. Mais au cours de la journée, certainement, des résultats tomberont. Alors, nous allons aborder l'autre caractéristique, à moins que vous vouliez réagir. Madame Dao Gabala, vous vouliez réagir par rapport à la commune d'Abobo, fort enjeu. Parce qu'on parlait de transition. Donc tout à l'heure, j'ai parlé un peu de l'enjeu que représentait la commune d'Abobo pour le RDR. Mais en parlant de transition démocratique... Pour le RHDP. Pardon, pour le RHDP. Et en parlant de transition démocratique, je pense que la candidature du jeune Teifou, qui est un fils d'Abobo, met en balance... Je veux dire l'enjeu pour le RHDP et l'enjeu pour la communauté de choisir un de ses fils. Alors, nous allons maintenant passer à l'autre caractéristique, si vous voulez bien. On va parler maintenant des candidatures indépendantes. Alors, on le disait, c'est régional enregistre 41 candidats pour les indépendants pour 2018 contre 39 en 2013. Alors, comment vous expliquez cette percée des indépendants à ces élections locales? Professeur Téné. Oui. Pour les indépendants, il faut dire que les indépendants, c'est un label sans étiquette politique en principe. Mais quand nous faisons une analyse des communautés d'une manière générale, on se rend compte qu'il y a 3 catégories d'indépendants. D'abord, des indépendants qui n'ont pas été retenus par leur base politique, parce qu'il y a eu quand même des primaires. Et ces indépendants ont été présentés au scrutin par leur communauté. Donc, il y a un refus de suivisme de leur parti politique. Ça, c'est un. De 2, il y a des indépendants qui ont eu des frustrations au niveau de leur intégration à leur conseil municipal ou conseil régional. Donc, des indépendants qui étaient des membres de ces conseils municipaux ou régionaux, qui certainement n'ont pas été écoutés par leur tête de liste. Ce sont des éléments que nous retenons dans les communautés. Il se pose donc un problème du choix des candidats au sein de ces formations politiques. Tout à fait. Alors, comment régler la question? Tout à fait. Il y a une crise, il y a même un bras de fer au niveau de certains partis politiques. Il y a un problème de discipline? Oui, un problème de discipline, mais de bras de fer, de refus. À mon avis, nous arrivons à une phase où les partis politiques, je reviens sur cette question, tels qu'ils ont été conçus au sorti du parti unique quand on entrait dans la période du multipartisme, cette structuration de ces partis-là s'est faite autour de figures majeures et il y a eu une sorte de centralisation et de gestion souvent un peu dirigée et autoritaire sur le modèle un peu en miniature de parti unique. Où la direction essayait d'imposer pratiquement de faire tous les choix.
Mais entre-temps, l'électorat a muté. Il s'est rajeuni, les imaginaires politiques ont changé et ces organisations politiques n'ont pas créé une dynamique de mutation interne. Au point où aujourd'hui, ils se retrouvent face à ce qu'on appelle des indisciplines, ce sont des défiances aussi, des défiances vis-à-vis du fonctionnement d'un parti qui fonctionne de façon gérontocratique, qui fonctionne pas de façon participative, mais très autoritariste. Démocratique, il ne faut pas avoir peur de le dire. Non, démocratique. Voilà, donc à mon avis, c'est une crise des partis politiques auxquels nous assistons. Comment régler la question? Parce que ces partis n'auront pas de choix. Ils devront se restructurer en adoptant des approches beaucoup plus participatives. Vous voyez, aujourd'hui, les décisions politiques ne sont plus seulement prises par la direction. Vous voyez, le monopole de l'information politique dans le parti échappe directement au parti lui-même. Mais ces indépendants, une fois élus, réintègrent l'information politique. Tout à fait. Bien sûr, parce qu'ils proviennent d'un appareil, je veux dire, dysfonctionnement dans les partis politiques. Ça veut dire qu'il faut un peu plus de démocratie dans ces partis, mais ça veut dire qu'il faut des primaires. En fait, il faut que le candidat désigné par le parti soit légitime, que sa légitimité ne soit pas simplement parce que on l'a désigné, mais que sa légitimité vienne de primaires. Parce que n'oublions pas, il n'y a pas de génération spontanée en politique. Si quelqu'un décide de se présenter en indépendant, ça veut dire qu'il a préparé son élection depuis longtemps, il est rentré dans les communautés, etc. Il a dépensé son énergie et au dernier moment, on lui dit non, tu n'y vas pas. Il faut que les partis se restructurent, qu'elles légitimisent un peu plus le choix des candidats. Proposition va, Josué. Alors pour moi, je crois que la raison qui fonde cela, d'abord au sein des partis politiques même, il y a des cadres, il y a le cumul de postes de certains cadres au sein de ces partis politiques. Ça favorise aussi les candidatures indépendantes lors des élections. De deux, il y a aussi la crise du dialogue politique en interne. Je pense qu'à ce niveau-là, les cadres devront s'asseoir pour discuter, pour mieux faire la redistribution des postes au sein de ces partis, pour ne pas frustrer un certain nombre de personnes. Et ça aussi, ça crée les candidatures indépendantes. Donc, proposition concrète, elle a proposé de faire, pourquoi pas, des primaires, d'organiser des primaires. Sortons de la distribution des postes. Oui. Allons à des primaires dans les partis pour légitimer les candidats. Alors, je constate que vous êtes tous d'accord. Je rappelle aux téléspectateurs que ce soir, nous n'aurons pas les premières tendances nationales. Victorien Ongoa, vous pourrez le retrouver demain. Il sera en direct de la Commission électorale indépendante pour donner quelques résultats. Vous aurez donc demain une autre soirée électorale. Rapidement, la question des femmes en 2 secondes avec la complicité de la régie. Alors, les femmes ont eu aussi leur mot à dire dans ces élections couplées. On enregistre 520 femmes candidates au régional contre 3431 hommes. Et au municipal, 4185 femmes contre 18 507 hommes. Alors, comme on le voit, l'écart est encore important. Pourquoi? Dao Gabala, je commence par vous. Je dirais même, l'écart, il est encore important, mais il est encore énorme, ne serait-ce que sur les listes électorales. Sur les listes électorales, les femmes ne font même pas 20%. Elles sont à peine 3 000 sur 22 000 membres de listes électorales proposées. Et je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir aller les chercher. Mais je note quand même qu'au niveau des têtes de liste, on a seulement 7,45% de têtes de liste. Ça veut dire qu'au final, quand on aura les résultats, on aura un taux de représentativité qui va être encore plus faible. C'est dommage. Mais je voulais souligner que beaucoup de femmes sont encore parties en indépendante. Et beaucoup de femmes sont parties encore plus jeunes. Et beaucoup de femmes la ministre de la Femme, plus de sièges. Rapidement, on vous donne en 3 secondes pour conclure sur le chapitre des femmes, professeur. Il faut aller chercher les femmes. Il faut aller les chercher. Moi, je vais plus loin. Il faut mettre en place un fonds de solidarité et d'appui politique aux femmes. Il faut le faire. À mon avis, il faut des décisions institutionnelles assez fortes, comme certains pays l'ont fait. Il faut qu'on parte vers une parité, à mon avis, imposer aux partis politiques de proposer des listes à moitié-moitié, hommes-femmes. Parce que les compétences féminines, il y en a dans cette société. On n'est plus au moment où on disait qu'il y a un problème d'éducation des femmes. Non, elles sont là.
On a même oublié que notre société est à moitié. 2 secondes. Même si on ne peut pas parler en 2 secondes. Va, Josué. Simplement, je pense qu'il faut sensibiliser ces femmes. Il faut les encourager. Elles sont sensibilisées, la coalition des femmes leaders. Il faut aller les chercher. Il faut aller au-delà de la sensibilisation, à telle enseigne que les partis politiques devront aussi donner l'opportunité à ces femmes aussi d'occuper des responsabilités au sein des partis. Je veux une deuxième soirée électorale de les femmes qui soutiennent les mentors. Mais il faut on est au municipal, on est au municipal, élection de proximité. Même une femme qui ne sait pas lire peut être au conseil municipal parce qu'elle représente sa communauté. C'est pour ça qu'il faut aller Merci chercher. à vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau et pour cette première nuit électorale. Je rappelle aux téléspectateurs que demain se tiendra une autre soirée électorale. Ce sera en compagnie de Lassine Fofana et ses invités. En tout cas, vous l'avez compris, cette émission est terminée. Merci à toute la rédaction de RTI, à la régie, à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour vous proposer cette première soirée électorale. Merci de nous avoir suivis et très belle soirée sur RTI.